Salut tout le monde, bienvenue à la capsule 9.3 de votre cours de programmation orientée objet. Aujourd'hui, on poursuit avec notre sujet d'héritage, mais cette fois-ci, on amène un autre grand principe très important de la programmation orientée objet, soit le polymorphisme, qui ne peut qu'exister dans un contexte d'héritage. Donc, le polymorphisme, c'est ce qui nous permet finalement d'avoir une référence à un objet d'un certain type général que l'on peut faire référer à un objet d'un type plus spécialisé. Par exemple, avoir une référence à un véhicule qui, en réalité, réfère à un objet de type automobile, puis un autre véhicule qui réfère à un objet de type camion-ben. Donc, tout ça, c'est possible grâce à la magie du polymorphisme. Donc, allons voir notre exemple des capsules précédentes. On va bâtir un peu là-dessus. Donc, on avait la personne qui était notre classe de base, qui contient un nom, et l'enseignant qui dérive de la personne, qui hérite donc du nom et qui lui ajoute un département. On a le constructeur de l'enseignant qui appelait le constructeur de la base et on a la méthode affichée qui appelle la méthode affichée de son parent pour ensuite ajouter quelque chose. Donc, c'est ce qu'on avait la dernière fois. Remarquez toutefois un petit détail que je n'ai pas souligné la dernière fois volontairement. Ici, si je vais sur afficher de l'enseignant, j'ai c'est pas une erreur parce que c'est souligné en vert, c'est plus un commentaire, un avertissement qui nous dit enseignant.affiché masque le membre hérité personne.affiché. Utilisez le mot-clé new si le masquage est intentionnel. Et ça nous met le même avertissement lorsqu'on le compile. Donc, si on compile, on l'exécute, on obtient le même résultat auquel on est habitué. Puis, on va dans la liste d'erreurs. On va voir ici un avertissement ou un warning. Donc, ça, ce que ça veut dire, c'est attention, il y a quelque chose qui se passe qui peut-être n'est pas volontaire, peut-être n'est pas normal, mais ça n'empêche pas le programme de compiler et de s'exécuter. Donc, je vais juste en parler. L'idée, c'est que on reçoit ici dans l'enseignant la méthode affichée. On la reçoit déjà de la personne et on en crée une autre méthode affichée qui a exactement la même signature et le même nom. Ça, c'est permis. Ça peut coexister dans un contexte d'héritage parce qu'ils ne sont pas dans la même classe, ultimement. Mais le problème, c'est qu'ici, on dit la méthode affichée va masquer l'autre. Donc, quand on va appeler afficher de l'enseignant, ça va utiliser la méthode affichée de l'enseignant et il n'y aura pas moyen de lui dire utilise plutôt celle de la personne comme directement. À ce moment-là, si on veut éviter le warning, on peut juste ajouter un new au début ici. Et là, c'est un peu mêlant parce que le new, depuis le début, sert à créer des objets. Ici, il sert juste à nous dire c'est une redéfinition de la méthode affichée qui sera propre à l'enseignant. J'écris new pour juste dire je sais que ça masque une autre méthode, puis c'est ce que je veux. Ça enlève l'avertissement. C'est pas obligatoire. Si on le met, c'est juste un petit peu plus clair et plus formel pour dire je sais ce que je fais. Et maintenant, ben, un petit truc intéressant. Donc, vous avez vu déjà ici qu'on peut appeler la méthode affichée de la personne. Donc, on va ici juste faire sauter une ligne entre les deux pour que ça soit clair. Donc, la personne s'affiche en écrivant son nom et le prof s'affiche en donnant son nom et son département. Donc ça, on avait déjà ça qui fonctionnait. Donc on a une personne et un enseignant. Par contre, une chose qu'on peut faire, si on veut, c'est de se déclarer une référence à une personne. Donc, mettons ma personne, mais la faire pointer vers un enseignant, si on veut, qu'on va appeler, mettons, Georges Leboeuf, du département 410. Donc voilà. Ça, c'est valide. On a ici une référence à une personne qui réfère à un enseignant. Ça ne nous donne pas de problème de compilation parce que un enseignant, c'est une personne. On l'avait déjà mentionné. Donc, on avait dit l'enseignant est une personne. C'est ça la logique derrière l'héritage de dérivation. Donc, la personne peut très bien pointer vers un enseignant parce que l'enseignant contient une personne à l'intérieur de lui. Par contre, qu'est-ce qui se passe lorsque on lui demande de s'afficher? Donc, voyons voir ici ce qu'on fait. Si on essaie d'afficher en plus ma personne, qu'est-ce qui va se passer quand on fait ça? Bien là, regardez, elle va s'afficher, mais comme une personne et non pas comme un enseignant. Ce qui est quand même logique parce que c'est une référence à une personne. Donc, on a accès à la personne à l'intérieur de l'enseignant. Et dans ce cas-ci, lorsque on utilise la méthode, celle qui va être utilisée, c'est celle du type de la référence. Donc, c'est une personne, on va utiliser l'affichage de la personne. Ici, prof est un enseignant, on va donc utiliser la méthode de l'enseignant.
chose est une personne, on va utiliser la méthode de la personne. Donc ça a une certaine logique. Par contre, moi j'aimerais bien, et c'est là toute la beauté du polymorphisme, j'aimerais bien qu'il puisse aller utiliser la méthode de l'enseignant. De façon à ce que je puisse avoir une référence à une personne, mais que je ne sache pas d'une fois à l'autre vers quel genre de personne elle va pointer, à quoi elle va faire référence. Peut-être que ce sera une personne simple, peut-être que ce sera un enseignant, peut-être que ce sera un plombier, peut-être que ce sera un médecin. Et à chaque fois, lorsque je vais demander à la personne de s'afficher, j'aimerais qu'elle s'affiche de la façon la plus spécialisée possible, qu'elle prenne sa façon à elle selon à quoi elle réfère. Ce qui n'est pas le cas en ce moment. Par défaut, elle utilise la version la plus générale possible selon le type de la référence. Alors, c'est là qu'intervient le polymorphisme. Lorsqu'on veut permettre cette chose-là, on va tout simplement aller dans la classe de base et devant la méthode qu'on veut rendre polymorphique, on va utiliser le mot-clé virtual, donc virtuel. On rend la méthode à ce moment-là polymorphique en disant « ça sera possible pour une classe dérivée de cette classe-là de redéfinir cette méthode-là. Et si elle le fait, à ce moment-là, on utilisera sa version en tout temps. » Donc, si je fais ça, pour l'instant, si je mets virtual, vous allez voir, il n'y aura aucune différence. Donc, le simple fait de rendre la méthode polymorphique ne change rien à la base. Donc, c'est toujours possible de faire ça. Ça ne change rien qu'on imprime qu'on affiche la personne, le professeur ou le professeur pointé par une personne. Ça ne changera rien. Pour que ça change quelque chose, il faut remplacer le new qu'on a mis là, ou en tout cas peut-être qu'on n'en aurait pas mis, mais peu importe, il faut rajouter le mot-clé override. Donc un override, ça signifie, OK, je vais créer une nouvelle version de cette méthode-là, qui a la même signature que la méthode équivalente dans mon parent, mais cette fois-ci, ce que je vais faire, c'est que je veux utiliser celle-là en tout temps. Peu importe le type de la référence, si on réfère à une personne de type enseignant et on lui demande de s'afficher, c'est la méthode de l'enseignant qui va être utilisée. Donc, si je fais ça, vous voyez la différence ici. Au niveau de la personne, ça ne change rien. Au niveau de l'enseignant, ça ne change rien. Mais au niveau de l'enseignant référé par une personne, là, ça change quelque chose. Tout à coup, on utilise maintenant sa version à lui de la méthode. Et ça, c'est quelque chose, peut-être que pour l'instant, vous voyez ça et vous vous dites, bon, fine, pourquoi pas, on peut faire ça. Mais c'est quelque chose que vous allez utiliser très souvent et vous allez rapidement comprendre l'intérêt. Très souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir une classe de base et on va faire un tableau de cette classe-là. Par exemple, on pourrait avoir un tableau de personnes et on pourrait demander à chaque personne de s'afficher. Mais d'une exécution à l'autre, on ne sait pas exactement, dans ce tableau-là, il va y avoir quoi au juste. Des fois, ce sera des enseignants, des fois, ce sera des médecins, des fois, ce sera des infirmières, des fois, ce sera des électriciens. Peu importe, on ne le sait pas d'avance, mais à chaque fois, on fait juste faire une boucle qui parcourt le tableau et qui dit à chaque case, affiche-toi, affiche-toi, affiche-toi. Et chacune de ces cases-là va donc s'afficher à sa façon à elle, selon ce qu'elle est, et non pas selon le fait qu'elle est une personne. Donc, on est garanti, lorsqu'on fait ça, que ça va fonctionner. On sait que lorsqu'on va faire ma personne.afficher, ou même chose avec une case d'un tableau, on sait que ça se peut, parce que la personne a la possibilité de s'afficher. Fait qu'au pire aller, il y aura cette méthode-là qui va être utilisée. C'est sûr que ça marche, parce que peu importe ensuite, lorsqu'on dérive de la personne, on va hériter de cette méthode-là et c'est celle-là qui pourra être utilisée. Mais si en plus la dérivée rajoute un override, ben c'est celle-là qu'on va utiliser. Ce qui va être encore mieux, on va utiliser la méthode la plus spécialisée possible. Et ça se fait très souvent. Dans un jeu, par exemple, demander à chaque ennemi de faire son attaque. On fait juste ennemi entre crochet I, point attaquer. Puis là, ben, chacun attaque. Mais chacun attaque à sa façon. Selon les ennemis, c'est quoi? Peut-être qu'ils ont été générés au hasard, on ne sait pas d'avance. Le magicien lance un sort, le guerrier donne un coup de hache, le dragon crache du feu. Donc, ça peut être différent d'une exécution à l'autre, puis on n'a pas besoin de savoir à l'avance ça va être quoi les ennemis exacts qu'il y aura dans le tableau. Mais on sait qu'ils savent tous attaquer, parce que dans la classe de base, il y a la méthode attaquer. Donc voilà, c'est le concept du polymorphisme. Maintenant, vous allez pouvoir pratiquer ça en exercice.